La question que j'adresse à André Comte-Sponville est la suivante. Vous avez bien fait la différence entre l'universel absolu de la vérité, 1,732, c'est la racine carrée de 3, du nord au sud, d'est en ouest, et toujours. Et puis vous avez parlé de l'universel des valeurs, qui relève d'un désir et d'un choix. Or, si le choix de valeurs, ou d'un universel de valeurs, relève de la volonté et du désir, alors je pose la question en faisant référence à la conférence célèbre d'Edmond Husserl des années 1920 ou 25, je crois, où Husserl évoque la fatigue qui menace l'Europe. Et la question est la suivante. Lorsque une culture est fatiguée, que ce soit vrai ou faux, lorsqu'une culture est fatiguée, alors même qu'il est nécessaire de manifester de l'énergie et de la volonté pour choisir une valeur plutôt qu'une autre, comment faire ? Oui, Husserl écrivait joliment, c'est l'une des phrases de lui que je me cite le plus souvent. Il est vrai que je me cite rarement du Husserl, hein, mais Husserl écrivait « Le principal danger qui menace l'Europe, c'est la fatigue ». Et je crois qu'en effet, si les valeurs, comme je le crois, ont besoin de nous, alors que les vérités, elles, se passent fort bien de nous, elles ont besoin de nos efforts. Or, les efforts, ça fatigue. Sauf que fatigue, c'est le mot psychologique ou physiologique. À l'échelle d'une civilisation, il faut se demander si ce qu'on appelle la fatigue pour un individu, ce n'est pas ce qu'on appelle la décadence pour une civilisation. Et un certain nombre de traits que Luc vient de décrire, depuis l'hyperconsommation, 10 téléphones portables pour une jeune fille, pas plus bête qu'une autre en 10 ans, et l'art contemporain, où plusieurs d'entre vous, j'imagine, ont fait semblant d'admirer des œuvres évidemment absurdes, incultes, vulgaires, grossières, bêtes. Entre l'hyperconsommation et la décadence de l'art, il m'arrive en effet de penser tout bêtement à une décadence de l'Occident. Mais en même temps, j'aime pas ce mot de décadence parce qu'il semble condamner l'avenir. Donc parlons plutôt de crise de l'art contemporain et posons la question d'un déclin de l'Europe. Ou de l'Occident. Parce que je veux dire, moi, l'Occident, j'y suis attaché, c'est ma famille, mais enfin, ça m'intéresse quand même moins que l'humanité. Mais si d'un côté, il y avait cette espèce de fatigue occidentale, confrontée à l'enthousiasme sain, courageux, tonique des autres civilisations, je ne serais pas vraiment inquiet. Sauf que je crains que les jeunes Chinois, au moins de la côte Est et Sud, s'intéressent davantage à leur prochain téléphone portable qu'au devenir des civilisations. Autrement dit, il y a une crise de la civilisation que nous voyons à notre porte, enfin chez nous, chacun va bien à sa porte, mais qui va malheureusement au-delà même de l'Europe, au-delà même de l'Occident. Deuxième remarque, j'étais très frappé en écoutant Luc, c'est pas la première fois que je l'écoute, il s'en faut de beaucoup, mais je ne t'ai jamais trouvé aussi marxiste. D'ailleurs, tu l'as dit toi-même. Non mais ça m'a fait plaisir. Parce que comme moi, il y a bien longtemps que je ne le suis plus. C'était pas un enjeu polémique. Non mais je suis marxiste au même sens que lui a reconnu l'être. C'est-à-dire que ce que Marx a dit, non pas du au sens de Groucho Marx, non, au sens où Luc a dit, Marx a raison au fond de dire que l'économie a davantage d'influence sur les idées que les idées n'en ont sur l'économie. L'invention du salariat dans l'infrastructure, comme dirait Marx, a beaucoup plus de répercussions dans la superstructure, par exemple affective, l'invention du mariage d'amour, que la réciproque n'est vraie. Ça ne veut pas dire que le mariage d'amour ne va pas interagir, réagir dialectiquement, dirait Marx, sur l'infrastructure, mais ça veut dire qu'il y a une espèce de primat de l'infrastructure, primat de l'économie, des techniques, par rapport à la superstructure. Là-dessus, on est d'accord tous les deux, sans être par ailleurs marxiste sur bien d'autres points. Mais j'ai toujours dit, y compris en m'appuyant sur Marx, que le primat de l'économie
ne devait pas nous faire oublier la primauté de la politique. Autrement dit, ou la primauté de la morale, ou la primauté de la spiritualité. Alors je distingue ces deux notions de primat et de primauté pour aller très vite. Ce que j'entends par primat, c'est ce qui est le plus important objectivement dans un enchaînement de détermination. Et ce que j'entends par primauté, c'est ce qui vaut le plus dans une hiérarchie ascendante d'évaluation. Et donc, effectivement, objectivement, l'économie, c'est plus important que l'amour, parce que l'économie a plus d'influence sur l'amour que l'amour n'en a sur l'économie. Mais évidemment que l'amour est une valeur plus haute que l'économie. Bref, ce qui est le plus important objectivement, le primat, n'est pas forcément, et à mon avis n'est jamais, ce qui vaut le plus subjectivement la primauté. Si bien qu'être marxiste, au sens où Luc Ferry et moi nous le sommes, être matérialiste, au sens précis que j'évoquais, pas du tout au sens métaphysique, hein, et pour ce qui est de Luc évidemment, ça ne doit pas nous faire oublier qu'il s'agit au fond de monter du plus bas au plus haut. Il y a une phrase d'André Gide que j'aime beaucoup. André Gide écrit quelque part, je crois que dans les nourritures terrestres, si mes souvenirs sont bons, il faut suivre sa pente, mais en la remontant. Je crains que notre civilisation ait de moins en moins la force de remonter. Or, la pente de l'époque, c'est quoi? Luc l'a dit, au fond, c'est l'individualisme. Et ça n'est pas seulement une mauvaise pente. Parce que souvent, le mot individualisme en français a un sens purement péjoratif. Mais l'individualisme, c'est quoi? C'est considérer qu'il n'y a rien de plus précieux qu'un individu humain. Mais au fond, c'est vrai. On ne va pas regretter le Moyen-Âge où on mariait les gens de force. On ne va pas regretter l'époque, il y a 100 ans, où on mettait les homosexuels en prison. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord, conformes au groupe dominant. On ne va pas regretter le temps où on brûlait les hérétiques parce qu'ils n'avaient pas la même religion que le groupe. La pente de l'époque, c'est l'individualisme, et c'est bien. Demeurant, on n'a pas le choix. Quand bien même vous préféreriez revenir au Moyen-Âge, c'est exclu. Mais en plus, c'est un progrès. Sauf que cette pente individualiste de l'époque, on peut la suivre en montant ou on peut la suivre en descendant. Si on la suit en montant, du côté de l'universel, précisément. L'individualisme, ça veut dire il n'y a rien de plus précieux qu'un individu humain, quel qu'il soit. C'est exactement ce qu'on appelle l'humanisme. Il n'y a rien de plus précieux qu'un individu humain, quel qu'il soit. La pente individuelle remonte vers l'universel, c'est ce qu'on appelle l'humanisme. Si au contraire vous suivez la même pente individualiste de l'époque, non pas en remontant mais en descendant vers le nombril ou un peu plus bas, ça veut dire, l'individualisme, ça veut dire il n'y a rien de plus précieux que moi. Ce n'est plus de l'humanisme, c'est de l'égoïsme. Or, nous sommes toujours au point précis où les deux pentes divergent, parce qu'en chaque instant de notre vie, nous avons le choix entre remonter la pente individualiste de l'époque du côté de l'universel, vers l'humanisme, ou descendre la pente individualiste de l'époque vers le bas, vers le nombril, vers l'égoïsme. Et nos jeunes gens, et Luc le sait bien, la même gamine qui demande un nouveau téléphone portable tous les 6 mois, ça ne l'empêche pas par ailleurs d'être humaniste, antiraciste, etc. Vous voyez, elle monte la pente, elle la descend, elle est au moment où les deux pentes divergent. Il me reste moment pour répondre à votre question qu'il m'arrive de penser que l'Europe a davantage d'énergie en ce moment, parce que c'est la force d'inertie, pour descendre la pente que pour la remonter. Et que de ce point de vue, parler de décadence et sans doute condamner l'avenir, parler de crise, c'est avéré, c'est peut-être pas suffisant. Poser la question du déclin, disons qu'en tout cas, c'est une bonne question. Sauf que la réponse dépend de nous, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est fatigant. La vérité n'a pas besoin de nous, les valeurs ont besoin de nous. C'est pourquoi les valeurs fatiguent. Bon courage à tous. Merci. Merci à vous. Luc Ferry, je croise les différentes remarques que vous avez faites et je fais allusion à la thèse de Huntington sur le clash des civilisations. Il y montre, à tort ou à raison, bonne démonstration ou argument ou mauvais, peu importe, il nous explique que les guerres du futur, il y en aura, dit-il, ne seront plus déterminées par le choc de nations qui veulent s'affronter pour des territoires, ne seront plus occasionnées par des idéologies, comme celles que l'on a vues s'affronter par le passé, mais seront occasionnées par des cultures qui veulent prendre sur l'autre culture la primauté, la prééminence, la domination. Et je crois ceci avec la remarque que vous nous avez faite en nous présentant les 3 figures, j'allais dire, de l'universel, de l'universalisation, et notamment celle de la mondialisation.
Et cette mondialisation, qui est un mouvement qui, au travers d'un développement économique au déploiement et à l'évolution exceptionnelle, est en train d'uniformiser en quelque sorte la planète, car le téléphone portable dont vous parlez est le même que je sois à Shanghai, à San Francisco ou dans un petit village de nos provinces. Alors ma question est la suivante. Est-ce que ce choc des cultures ou des civilisations, est-ce que ce choc des cultures est soluble dans la mondialisation technologique? Auquel cas, le problème serait réglé, mais je ne suis pas certain qu'il le soit. Voilà. Ça marche, ça. Merci à vous. Deux ou trois remarques sur cette question. Ça, je crois que ça marche. Merci. Sur cette question qui est évidemment gigantesque. Contrairement à la plupart de ceux qui en parlent sans l'avoir lu, je pense que Fukuyama a raison. Il n'a jamais dit que l'histoire allait s'arrêter. C'est un homme extrêmement intelligent. Il a dit que, en gros, il fut une époque où il y avait deux modèles de civilisation qui, tous les deux, pouvaient prétendre à l'universel. D'un côté, le libéralisme. Je parle de Brejnev pendant ce temps-là, mais il y avait d'un côté un modèle qui était celui de la démocratie libérale, et puis de l'autre le modèle, disons, du communisme incarné dans l'Union soviétique, et les deux pouvaient prétendre l'emporter sur l'autre parce que c'était deux modèles universalistes. Je ne pense pas que le modèle de l'islam, qui est celui auquel fait allusion Huntington notamment, soit un modèle universaliste. Et je pense que l'islam ne gagnera pas, c'est-à-dire qu'il peut faire énorme. Je parle de l'islam radical, évidemment. Hein. Ne nous y trompons, intégriste, fondamentaliste et terroriste aussi. Eh bien, je pense qu'il ne gagnera pas, mais il peut faire énormément de dégâts entre-temps. Et comme disait Tocqueville à propos de la Révolution française, la deuxième, quel dommage qu'on soit obligé d'habiter la maison pendant les travaux. Il y a là quelque chose, en effet, de fâcheux. Mais il ne gagnera pas parce que ce n'est pas un principe universaliste, justement. Ce que le marxisme pouvait prétendre être. La deuxième remarque que je voudrais faire, et je crois que dans le débat français notamment, c'est très frappant, je me méfie comme de la peste du débat entre optimistes et pessimistes. J'aime bien le mot de Bernanos, que tout le monde connaît. Un optimiste est un imbécile heureux, le pessimiste est un imbécile malheureux. Essayons d'éviter l'un et l'autre. Il est évident que dans le débat français, le pessimisme est, je dirais, littérairement rentable. Ça donne des ailes et ça vous donne, ça fait vendre, mais surtout ça vous donne l'air intelligent. Si vous dites tout va mal, tout ça, on est dans un monde de rapidité, la communication l'emporte sur l'information, la vitesse sur la réflexion, etc. Ça vous donne immédiatement une hauteur de vue par rapport au monde médiatique superficiel et en effet un peu débile qui littérairement fonctionne admirablement. J'ai quelques amis pour lesquels j'ai d'ailleurs la plus grande estime, Régis Debray, Alain Finkielkraut par exemple, qui tirent cette corde-là avec un immense talent du reste. Et donc on peut être là dans une logique, je dirais, de déclinologie où on constate l'effondrement de l'Europe qui n'a plus de valeur, qui n'a plus de... Bon, je ne crois pas à ça. Je pense que nous sommes exactement dans la situation de ce que Hegel décrit au début de la phénoménologie de l'esprit, ce qu'il appelle la conscience malheureuse. Non pas la figure de la conscience malheureuse, je dis ça pour mon camarade André, mais ce qu'il appelle la conscience malheureuse dans l'introduction de la phénoménologie, c'est cette conscience qui est malheureuse parce qu'elle voit toujours son monde s'écrouler. Ah, les anciens gauchistes qui voient le maoïsme, le trotskisme, tout ça s'écroule. Ils sont malheureux après. Souvenez-vous, dans notre génération, de tous ces intellectuels communistes qui se sont... J'avais un excellent ami, David Kaiser-Gruber, qui est l'incarnation même, qui se sont suicidés parce que leur monde s'écroulait. Et la conscience malheureuse, c'est celle qui voit toujours les valeurs dans lesquelles elle croit. À chaque fois, ça s'écroule. Et dans l'histoire de la phénoménologie, elle ne voit que ça. À chaque fois, elle est obligée de changer de valeur et toujours ça recommence à s'écrouler. Et jamais elle ne voit ce qui apparaît et qui émerge. Et je crois que nous vivons une époque qui est absolument passionnante et terrible en même temps. Nous voyons disparaître les figures traditionnelles du sacré. Elles sont liquidées, presque liquéfiées. Mais nous voyons émerger ce que j'appelle le sacré à visage humain, dont je suis convaincu qu'il va, à travers cette histoire que j'ai évoquée, je ne l'ai pas décrite, je suis convaincu que ce sacré à visage humain, cet humanisme qui n'est plus du tout celui de Kant. L'humanisme des Lumières, c'était un humanisme de la raison et des droits. Nous vivons un humanisme de la transcendance de l'autre et du cœur, de l'amour, évidemment.
Et c'est ce nouvel humanisme-là, qui est dans le prolongement du premier, mais qui n'est pas du tout réductible au premier, je suis convaincu qu'il va fort heureusement complètement bouleverser l'art qui vient, et qu'on est sorti des âneries de l'avant-gardisme, en tout cas on est en train d'en sortir. Je pense que le sujet humain, mais dans ses aspects post-déconstruction, parce que la déconstruction a eu aussi un avantage, malgré toutes les âneries qui l'ont accompagné, c'est d'avoir libéré ce qui, dans l'humanité, était mis sous le boisseau. La sexualité, l'irrationnel, la folie en nous, la masculinité des femmes ou la féminité des hommes, etc. Et donc, malgré tout, toute cette déconstruction aura fait émerger, je dirais, de nouveaux sujets pour la littérature, pour l'art, pour la politique, pour la morale. Et je suis convaincu que nous vivons une révolution qui est très difficile, mais qui est absolument passionnante. Et donc on peut, dans le débat public, et quand on est écrivain, très aisément adopter la posture du pessimiste qui a une hauteur de vue singulière, comme celle de l'optimiste. Moi, je me souviens d'avoir organisé des débats il y a 20 ans entre Alain Finkielkraut, qui était l'archétype du pessimisme républicain, et puis mon ami Lipovetsky, qui était toujours à penser que tout allait bien parce que le communisme était en train de s'effondrer. Je pense sincèrement qu'ils avaient tort tous les deux, ou raison tous les deux. C'est les deux qui avaient raison, pris ensemble. Voilà. Et la conscience malheureuse, il faut en sortir. Encore une fois, le fait qu'on ne s'entretue plus au nom de la nation ou de la révolution, c'est une formidable nouvelle. Et comme le disait très bien André, le fait que l'individualisme, ce soit pas simplement l'égoïsme, mais ce soit aussi la sacralisation de l'humain, c'est une formidable nouvelle. Max Weber disait une chose, et je vous rassure, je vais m'arrêter là. Il disait, mais c'est une métaphore qui vous servira peut-être. Il disait, si vous voulez comprendre les valeurs traditionnelles, c'est-à-dire ce que j'appelle les figures traditionnelles du sacré, pensez au code d'honneur, c'en est l'archétype. Pensez au code d'honneur du marin, le code d'honneur du capitaine qui coule avec son bateau, qui meurt avec son bateau qui a fait naufrage, quand bien même les passagers et l'équipage ont été évacués. Parce que c'est son code d'honneur traditionnel, tout simplement. C'est son sacré à lui. Eh bien, je dirais métaphoriquement, bien sûr, c'est une métaphore, qu'aujourd'hui, dans les jeunes générations, plus personne n'est prêt à mourir pour la coque du bateau. Mais pour les gens qui sont dessus, je pense que nous serions nombreux à risquer quelque chose, en tout cas. Et certainement, pour nos proches, pour ceux que nous aimons, pour nos enfants, bien sûr, mais pas seulement. Le prochain rentre dans le circuit aussi, et le prochain, c'est le contraire du proche, évidemment. C'est l'anonyme, c'est celui qu'on ne connaît pas. L'histoire de la famille moderne et l'histoire de l'humanitaire moderne sont absolument parallèles et pour les mêmes raisons. Henri Dunant, tout ça va du même train, si je puis dire, que cette histoire de la vie privée. Et le grand problème que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est justement de savoir comment l'individualisme et le collectif vont s'articuler dans cette nouvelle vision des choses. Autrement dit, nous avons tous, en gros, les mêmes vies, nous avons les mêmes problèmes, tout le monde peut avoir des difficultés à élever ses enfants. Tout le monde a des vieux parents qu'il aime et qui vont mourir. Tout le monde a des problèmes de carrière, etc. On est dans le même film, si vous voulez. Et donc, nous croyons que nos problèmes individuels sont privés. C'est pas vrai. Ils sont les problèmes politiques de demain. Nous sommes dans du collectif individuel. Cette réarticulation-là, elle est évidemment à penser. Je n'ai pas les clés, je n'ai pas les solutions, mais cette histoire est en tout cas passionnante. Et donc, je pense que cette civilisation européenne a quelque chose, en effet, d'universalisable. Et je souhaite qu'elle soit non pas un universel colonial et impérialiste, bien sûr, mais qu'elle apporte cet exemple-là au reste du monde. C'est en tout cas dans une perspective, alors pour le coup, malgré tout, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, plutôt optimiste que je me place, qui littérairement ne m'arrange pas. Merci.